Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux pour venir écouter des conférences sur la science et sur la physique. Donc moi je vais vous parler des ondes gravitationnelles. Donc qu'est-ce que c'est, comment on les détecte, pourquoi on en parle beaucoup en ce moment. Donc le premier événement qui a marqué on va dire, les médias et le grand public, c'est le 11 février 2016 à 16h30 heure de Paris. Donc c'est une conférence de presse où on a annoncé pour la première fois la détection d'ondes gravitationnelles sur Terre. Et donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi ça a été un grand événement. Et là, parmi le panel de 5 personnes que vous voyez ici, il y a ici Ray Weiss et Kip Thorne qui tous les deux ont eu le prix Nobel de physique cette année pour cette détection. Donc les ondes gravitationnelles, c'est quoi? Tout ce qu'on fait en astronomie aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui, ça utilise les ondes de radio, l'infrarouge, le visible, l'ultraviolet. Et tout ça, ce sont des ondes qu'on appelle électromagnétiques qui sont émises par des charges électriques en mouvement ou éventuellement des réactions nucléaires. Les ondes gravitationnelles, c'est un type d'onde complètement différent qui n'est pas du tout lié aux forces électromagnétiques, mais lié à la gravitation. Et ça va être émis par des masses en mouvement. Donc ça va être quelque chose de complètement différent. On va voir le cœur des objets, on va voir des phénomènes physiques sous un regard complètement nouveau. Donc pourquoi les détecter, ces ondes gravitationnelles? Bon, d'abord, c'est tester que la relativité générale d'Einstein, c'est bien la bonne théorie de la gravitation. Et là, ça permet de tester dans un domaine qui est très peu qui ne peut pas être testé en laboratoire. Et une fois qu'on a fait ça, ou en parallèle, on ouvre une nouvelle fenêtre sur l'univers parce qu'on va mesurer directement les masses des objets. Vous ne posez pas directement le Soleil, vous inférez sa masse à travers les trajectoires, des choses comme ça. Là, on voit directement des effets qui nous renseignent sur la masse des objets. On peut voir directement des trous noirs. On va pouvoir accéder au cœur d'événements très violents, comme ici, ce qu'on appelle les supernovas, une explosion d'étoiles, qu'on voit très bien en optique, mais on ne sait pas trop ce qui se passe vraiment au cœur de l'explosion, ou des sursauts gamma, source qui est très intéressante et donc on le détecte en optique, mais on ne sait pas bien ce qui se passe au cœur, et on pourrait, avec les ondes gravitationnelles, voir ce qui se passe au cœur, et faire de la cosmologie, mesurer la géométrie de l'univers. Donc il y a un intérêt à la fois de physique fondamentale, et puis après aussi d'astrophysique. Alors, ça, c'est à peu près le seul transparent sur la relativité générale. Il n'y a pas d'équation. C'est une théorie extrêmement complexe qui est très bien testée. Mais de manière très résumée, comme c'est dit ici par M. John Archibald Wheeler, la matière indique à l'espace-temps comment se courber. Donc la représentation usuelle qu'on a de l'espace-temps, c'est une sorte d'édredon, de tapis plus ou moins mou dans lequel sont plongés les objets massifs. Et plus un objet est massif, et plus il va creuser un trou dans cet édredon. Et puis finalement, les objets comme la Terre qui tourne autour du Soleil, un peu comme une balle de ping-pong que vous feriez tourner dans une bassine, et ça va tourner dans ce puits de potentiel. Donc la matière dit à l'espace comment il doit se courber, puis l'espace dit à la matière comment elle doit bouger. Donc finalement, les équations de la relativité générale, qui sont des équations extrêmement compliquées, qu'on ne sait pas résoudre de manière générale dans toutes les conditions, ça dit ça. Ça dit comment ces deux choses-là sont connectées. Alors, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les ondes gravitationnelles. Donc, c'est quelque chose qui va être émis par des corps massifs. Et là, si j'ai une onde gravitationnelle qui arrive du fin fond de la salle et qui vient traverser mon tableau, là, qu'est-ce que ça va faire? L'onde gravitationnelle, c'est ça qui va nous expliquer comment on va pouvoir les détecter. Donc, si j'ai des particules là qui sont placées sur un cercle, j'ai mon onde qui arrive, mais mon cercle de particules, il est déformé. Vous voyez qu'il s'allonge dans une direction, il est contracté dans la direction perpendiculaire, et la demi-période d'après, on a l'effet dans l'autre direction. Donc, ici, vous avez un petit gif animé qui montre vraiment la déformation due au passage de l'onde gravitationnelle. Et ce que l'on montre en relativité générale, c'est que la déformation relative de longueur, donc ici, ça c'est le petit delta L par rapport à la taille du cercle, le delta L sur L est proportionnel à l'amplitude de l'onde. Donc finalement, détecter des ondes gravitationnelles, ça va revenir à mesurer des déformations relatives de longueur. Alors, évidemment, là, c'est très exagéré. On va voir un peu les ordres de grandeur que l'on doit mesurer, quelles sont les tailles typiques que l'on doit mesurer. Alors, la première chose qu'on peut imaginer, c'est se dire, comme M. Hertz avait fait avec les ondes électromagnétiques, je fais un générateur sur Terre d'ondes gravitationnelles et puis je détecte les ondes gravitationnelles. Alors, pour ça, vous prenez par exemple une barre d'acier de 500 tonnes
2 mètres de diamètre, 20 mètres de long, vous la faites tourner à 5 tours par seconde. C'est à peu près le mieux que vous puissiez faire avant que la barre parte en morceaux. Vous vous mettez à 1 mètre, et vous voyez que vous arrivez à des amplitudes de l'ordre de 10 puissance moins 34. Donc finalement, mon delta L sur L, là, ça va faire une variation relative de 10 puissance moins 34. C'est évidemment totalement indétectable. Si vous avez des amis en Corée du Nord, par exemple, vous leur demandez une bombe H mégatonne, ils ont l'air de savoir faire maintenant, vous vous mettez quand même un peu loin, histoire que le matériel résiste, à 10 km. Donc voilà, c'est quelque chose quand même, on se dit ça envoie la patate. Ben, ça fait quand même que des variations, enfin des H, des zones gradationnelles au niveau de 10 puissance moins 29. Donc ça, c'est encore totalement indétectable. Et en fait, la puissance qui est émise sous forme d'onde gravitationnelle en watts, vous voyez, c'est 10 puissance moins 29 watts, 10 puissance moins 11 watts. Donc vous n'allez pas vous chauffer avec ça. Alors pourquoi c'est aussi faible? Ben, en fait, il y a une formule qui est ce qu'on appelle la formule du quadrupole qui donne la puissance qui est émise par un système. Alors, devant, il y a un terme G sur C à la puissance 5. Alors, G, c'est la constante de gravitation. C, c'est la vitesse de la lumière. Donc ça vaut 10 puissance moins 11. Ça vaut 10 puissance 8, enfin 3, 18, à la puissance 5. Et donc, tout ce facteur-là, il vaut 10 puissance moins 53. Alors, évidemment, c'est pour ça que vous obtenez des trucs tout rikiki, parce qu'il y a un 10 puissance moins 53. Et derrière, il y a quelque chose, c'est le produit ce qu'on appelle le moment quadrupolaire. En gros, c'est ce qui quantifie la déformation. Un ballon de foot, ou de hand ou de basket n'a pas de moment quadrupolaire. Par contre, un ballon de rugby, lui, il est déformé, il a un moment quadrupolaire. Et ce qui compte là-dedans, c'est comment il varie au cours du temps. Donc c'est la dérivée troisième, donc sorte de la variation de l'accélération de ce truc-là. Honnêtement, quand je vois cette formule-là, ça me dit rien. C'est-à-dire que ça, Q, est-ce que c'est grand, petit? La dérivée troisième, c'est grand, c'est petit. Honnêtement, c'est pas très parlant. Mais on a ce 10 puissance moins 53. Et il y a M. Joe Weber, qui est un pionnier de la recherche des ondes gravitationnelles, qui a dit une phrase très juste. G sur C5 est très petit, C5 sur G serait mieux. On ne peut pas lui enlever ça. Et effectivement, la formule, on peut la réécrire en faisant apparaître un C5 sur G, en faisant apparaître des ordres de grandeur caractéristiques. Donc là, c'est une formule approchée, mais grosso modo, dans cette formule approchée, on a fait apparaître C5 sur G, donc 10 puissance 53 ce coup-ci. Il y a derrière 3 termes. Epsilon au carré. Epsilon, c'est la symétrie de la source. Donc grosso modo, mon ballon de rugby, il n'est pas loin de 1, mon ballon de foot, c'est 0. Donc j'ai besoin de quelque chose qui est assez déformé. Ensuite, j'ai un terme RS sur R, le tout au carré. Alors R, c'est le rayon de la source qui m'intéresse, et RS, c'est le rayon du trou noir qu'on formerait avec un objet qui a la même masse que la source. Et donc vous voyez que si on a un objet qui est très loin du trou noir équivalent, ben ce terme-là, il va être extrêmement petit et on ne pourra pas faire grand-chose. Et le dernier terme qui reste, c'est V sur C, le tout à la puissance 6, où V, c'est la vitesse typique de la source. Donc finalement, pourquoi on n'arrive pas à faire de générateur d'ondes gravitationnelles sur Terre? Ce n'est pas à cause du epsilon, évidemment, c'est que on ne sait pas faire des objets qui sont proches d'un trou noir et les faire se promener à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Des particules, par exemple, on sait les accélérer à la vitesse de la enfin très proche de la vitesse de la lumière, mais ce rapport-là est extrêmement faible. Donc, quand on réunit toutes ces conditions, on arrive à la conclusion qu'il n'y a que des phénomènes astrophysiques cataclysmiques qui vont pouvoir émettre des ondes gravitationnelles. Il faut des objets donc, qui sont pas loin d'être des trous noirs et des vitesses qui sont proches des vitesses de la lumière. Alors, avant d'aller un peu plus loin, je suis obligé de vous parler un peu de ce qui se passe à la fin de la vie d'une étoile, parce que les objets qui vont nous intéresser sont souvent des cadavres d'étoiles. Donc, c'est vraiment très résumé, hein, c'est très simplissime, mais c'est que pour que vous ayez un peu les choses en tête. Une étoile, en gros, comme le Soleil, c'est un équilibre entre des réactions nucléaires qui la font chauffer et qui, grosso modo, veulent la faire gonfler. Vous voyez que si elle gonfle, ouais, grosso modo, hop, elle va se refroidir et donc ça va finir par s'effondrer. Et la gravitation qui veut que les choses s'effondrent. Et donc, une étoile comme le Soleil, la compétition entre ces deux effets, les réactions nucléaires qui font brûler et qui font plutôt gonfler, et la gravitation qui veut faire effondrer. Et ça, c'est un équilibre qui se passe bien, qui va durer 10 milliards d'années, tout va bien, on est tranquille. À la fin, on se retrouve avec des étoiles
la plupart du temps, hein, c'est pas exactement toujours comme ça, mais qui ont une structure en oignon avec des éléments chimiques de plus en plus lourds. Donc on a de l'hydrogène et de l'hélium, hélium-néon, etc., jusqu'à un cœur de fer. Et ce qui se passe, c'est que le fer, c'est l'élément le plus stable au niveau nucléaire. Donc vous ne pouvez pas faire des réactions nucléaires avec du fer. Enfin, en tout cas, pas comme ça quand on est à l'équilibre. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez brûler tout ça, ça se passe bien. Puis tout le monde va devenir du fer. Et à la fin, il peut se passer plusieurs scénarios. Si la masse est inférieure à peu près 1,44 fois la masse du Soleil, alors ce noyau de fer là est en équilibre. C'est les électrons qui sont là-dedans, qui ne peuvent pas occuper tous la même place. Et donc ça fait une pression quantique qui retient finalement le poids de l'étoile. Et donc ça fait ce qu'on appelle une naine blanche qui fait à peu près 1 millier de kilomètres. Et donc c'est comme ça que va finir le Soleil. Si le cœur est un peu plus lourd, donc entre 1,44 et à peu près 3 masses solaires, à ce moment-là, la gravitation est tellement forte que les électrons ils sont tellement écrasés qu'ils sont obligés de rentrer dans les noyaux. Et à ce moment-là, ils s'acoquinent avec les protons et on obtient une étoile à neutrons. Et c'est à nouveau la force entre les neutrons qui va empêcher que la gravitation continue son processus d'effondrement. Alors, avant de faire ce cœur qui reste d'étoiles à neutrons, il y a l'explosion en supernova, ces couches-là sont éjectées. Mais on a une étoile à neutrons qui est formée, qui fait à peu près 10 km. Donc il faut imaginer à peu près 2-3 fois la masse du Soleil comprimée dans un rayon de 10 km. Si la masse est supérieure à 3,2 à peu près, aujourd'hui on pense que c'est l'ordre de grandeur, fois la masse du Soleil, alors la force qui permet aux neutrons de se repousser n'est pas suffisante pour compenser la gravitation. Et à ce moment-là, on forme un trou noir. Donc je dirais que les 3 résidus qu'il y a à la fin d'une étoile, c'est une naine blanche, rayon 1000 km, une étoile à neutrons, rayon 10 km, masse autour de 2-3 masses solaires, et au-delà, la physique actuelle ne nous dit rien sur un processus qui pourrait contrebalancer la gravitation, et donc ça s'effondre en trou noir. Alors un trou noir, de manière relativement simple, c'est une région de l'espace-temps dans laquelle la gravitation est si forte que rien ne peut s'échapper, même la lumière. C'est une idée en fait qui vient pas de la relativité générale. Déjà, Laplace et Mitchell au XVIIIe siècle, en prenant les équations de Newton, s'étaient rendu compte que de tels corps pouvaient exister. En gros, d'où ça vient? Il y a ce qu'on appelle la vitesse de libération. Vous êtes sur Terre, vous prenez un caillou, vous le jetez en l'air, généralement il retombe. Si vraiment vous êtes très costaud et vous l'envoyez à 11 km par seconde, à ce moment-là, il peut s'échapper de la force gravitationnelle de la Terre et il part à l'infini. Mais si l'objet est très massif, vous arrivez à un point où, même si vous lancez votre caillou à la vitesse de la lumière, en gros, il finit par retomber. Donc c'est une vieille idée et qui marche aussi en relativité newtonienne. Pour les trous noirs qui nous intéressent, donc qu'on appelle stellaires, là, on pense qu'ils sont formés par l'effondrement d'étoiles massives qui ont épuisé leur combustible, comme je vous l'ai dit. Et ce qui caractérise le plus un trou noir, au-delà du fait qu'il y a une singularité au centre du trou noir, parce qu'aujourd'hui on n'a pas la physique qui permet de comprendre ça, il y a ce qu'on appelle l'horizon d'un trou noir, et c'est ça qui est le plus important, c'est la courbe, une fois que vous avez traversé l'horizon, un peu comme le bateau sur la rivière avec une cascade, ça c'est le centre du trou noir. Ben, une fois que vous avez passé cette courbe-là, le courant est tellement fort que quelle que soit la puissance de votre bateau, vous n'arriverez pas à remonter le courant. Mais l'horizon d'un trou noir, c'est un peu la même chose. Une fois que vous l'avez franchi, ben, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Par contre, la physique ne change pas de tout au tout quand vous traversez l'horizon d'un trou noir. Les effets de marée qui sont juste avant le trou noir, ils sont à peu près pareils juste après le trou noir. Il y a la continuité de la physique au passage de l'horizon du trou noir, mais par contre, une fois que vous êtes piégé, vous ne pouvez plus en sortir. Donc finalement, quelques sources d'ondes gravitationnelles qu'on va essayer de détecter, qui sont prometteuses pour nos détecteurs. Donc il y a ce qu'on appelle les coalescences d'étoiles à neutrons. Donc c'est 2 étoiles à neutrons qui tournent l'une autour de l'autre, qui perdent de l'énergie par émission d'ondes gravitationnelles et qui finissent par fusionner. On peut faire la même chose avec des trous noirs. Il y a des excitations de trous noirs, il y a l'explosion d'étoiles. Et vous voyez que les ordres de grandeur qu'on va essayer de détecter, c'est H de l'ordre de 10 puissance moins 20, 10 puissance moins 21.
Donc c'est mieux que les 10-34 ou 10-29 que j'avais avant. Mais vous voyez que ça reste quand même un défi assez impressionnant de mesurer des variations relatives de longueur avec des précisions de l'ordre de 10 puissance moins 20, 10 puissance moins 21. Alors, c'est une quête qui a pris, je dirais, une bonne cinquantaine d'années, avec des développements scientifiques à la fois au niveau théorique et au niveau expérimental. Donc, 1915, la relativité générale est posée par Einstein. Dans les années 50, les mathématiciens, en particulier les mathématiciens français, montrent que c'est un problème mathématique bien posé. Et les ondes gravitationnelles, là-dedans, les gens ne savent pas trop si c'est juste un artefact mathématique ou s'il y a vraiment, ça apporte vraiment quelque chose de l'énergie, si c'est quelque chose qu'on peut vraiment détecter. Et la question est réglée à peu près dans les années 50 par Pirani, Bondi et Feynman, qui montrent que ça peut être détecté. Et du coup, tout de suite, dès qu'il y a quelque chose à détecter, le physicien saute dessus, enfin le physicien expérimentateur, et commence un travail expérimental là-dessus, donc avec des barres résonantes, premier prototype d'interféromètre, et une date importante, donc c'est en 72, M. Reveis, dans sa photo quand il était jeune, là vous l'avez vu vieux un peu plus tard, parce que maintenant il a 85 ans, donc en 72, c'est lui qui finalement montre qu'on peut détecter les ondes gravitationnelles avec des interféromètres, mais qu'il y a pas mal de problèmes à résoudre. Il fait un peu la liste de tous les problèmes qu'on va avoir à résoudre. Dans les années 80, il y a beaucoup de travail expérimental qui est fait, à nouveau par Weiss, par Alain Briet en France, qui a reçu la médaille d'or du CNRS il y a 15 jours à peu près. Donc ça démarre, ce travail, et en parallèle, il y a un travail théorique pour prédire les formes d'ondes qui viennent des coalescences de binaires, etc. Et là, Thibaut Damour, lui aussi, a eu la médaille d'or du CNRS en 2017 pour ça. Et dans les années 90, les projets LIGO-Virgo sont financés. Donc les gens qui ont vraiment œuvré pour le projet LIGO, c'est Ray Weiss, Kip Thorne et Barry Barish, qui est arrivé dans un second temps, mais qui a fait que LIGO a marché. Et donc eux, ils ont obtenu le prix Nobel en 2017. Au début des années 2000, il y a des prises de données LIGO-Virgo. On travaille tous ensemble, on devient une seule et même grande famille. Et dans les années 2010, on passe à la construction des détecteurs avancés. On n'avait rien détecté ici. Et voilà, en 2010, on arrive à convaincre les tutelles qu'on peut remettre de l'argent au pot, qu'on sait faire marcher ces machines. On les a amenées à leurs limites, mais on sait comment les améliorer. Alors, en parallèle de ça, on était quand même relativement confiants sur la détection des ondes gravitationnelles, que ce n'était pas juste un artefact mathématique, parce que leur existence avait été prouvée indirectement par la détection d'un système binaire où on a une étoile à neutrons et quelque chose qu'on pense être aussi une étoile à neutrons, mais on n'en est pas sûr, ça pourrait être éventuellement un trou noir. Et ces deux étoiles tournent l'une autour de l'autre, et une, c'est ce qu'on appelle un pulsar, donc ça envoie un faisceau radio. Donc vous avez une sorte d'horloge qui tourne dans ce système, donc ça permet de mesurer très précisément la période orbitale du système. Et vous voyez que la période orbitale, elle décroît au cours du temps. Et cette diminution est un accord parfait, enfin très bon, hein, parfait c'est jamais parfait en physique, mais au mieux possible vu les barres d'erreur. C'est un accord avec ce que prédit la relativité générale s'il y a émission d'ondes gravitationnelles. Donc là vous voyez la variation de la période orbitale mesurée sur plus de 30 ans, et les points là c'est les mesures, en gros les barres d'erreur vous ne les voyez pas, elles sont dans la taille du point. Et vous avez la prédiction de la relativité générale. Donc Hulse et Taylor ont eu le prix Nobel en 1993 pour cette découverte. Donc on savait qu'elles étaient là, mais on ne les avait jamais détectées sur Terre directement. Alors comment on va les détecter ? Donc je vous rappelle un peu ce que je vous ai dit avant. On va vouloir mesurer des longueurs avec une précision relative de 10-21, 10-22. L'ordre de grandeur, ça revient à mesurer la distance Terre-Soleil à peu près à un atome. Si vous avez du mal avec l'atome, vous pouvez vous remplacer ça par un cheveu. Ça revient à mesurer la distance de l'étoile la plus proche à l'épaisseur d'un cheveu. Et bien à ce moment, on a le problème de comprendre ce que c'est la distance de l'étoile la plus proche. C'est relativement incommensurable. Mais grosso modo, c'est pour vous donner le défi. C'est finalement mesurer quelque chose de gigantesque avec des précisions vraiment, vraiment infimes. Alors comment on va faire ça ? Mais on va utiliser un vieil appareillage qui s'appelle l'interféromètre de Michelson. Donc vous avez M. Michelson, sa manip historique dans la banlieue de Boston. Et donc si vous avez fait des études de sciences ou si vous allez en faire, c'est un objet qu'on manipule très souvent au niveau licence pour faire des
des mesures en optique. Donc l'interféromètre de Michelson, c'est quoi? Bon, à l'époque, il n'avait pas de laser, mais maintenant, on prend un laser. On peut faire avec une source de lumière quelconque, mais le laser, c'est plus simple. Un laser qu'on envoie sur un miroir semi-réfléchissant. La moitié de la lumière passe par ici. L'autre moitié est réfléchie. Ici, on a deux miroirs complètement réfléchissants. La lumière repart dans l'autre sens. Et ici, sur la séparatrice, les deux faisceaux se recombinent et arrivent sur le détecteur de lumière. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, la lumière, c'est une onde. Donc, ça, c'est l'onde sur mon faisceau du chemin 1. La distance entre les deux pics, c'est 1 micron. Donc, c'est pour ça qu'à l'œil, évidemment, on ne voit rien du tout. Mais là, c'est mon onde, l'onde sur le chemin 2. Et en fait, quand ça arrive sur la séparatrice, ici, finalement, les deux ondes vont s'additionner. Et donc, suivant comment on est réglé, les pics de l'une peuvent faire face aux pics de l'autre. Et on a ce qu'on appelle une interférence constructive. Et la lumière, grosso modo, voit la somme des deux, voit en gros le carré de ça. Donc, vous avez de la lumière en sortie. Mais si je change légèrement le chemin 2 ou le chemin 1, peu importe, qu'est-ce qui va se passer? Les pics du chemin 2 vont arriver en face des creux du chemin 1 et la somme va être exactement 0. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'interférence destructive ou frange noire. Et cet état d'interférence, il dépend de la différence de longueur entre les deux chemins. Donc, l'interféromètre de Michelson, c'est un objet idéal pour mesurer des variations relatives de longueur entre le chemin 1 et le chemin 2. Alors évidemment, si vous faites la manip sur table, vous n'arriverez pas à 10 puissance moins 21, mais on peut faire quand même des mesures déjà qui sont assez pertinentes. Donc, la détection interférométrique, c'est extrêmement simple dans son principe. C'est, je prends un Michelson, je le mets sur la frange noire, l'onde gravitationnelle arrive, comme vous avez vu tout à l'heure, là, quand ça bougeait, mon bras s'allonge, mon bras se rétrécit, etc. Donc, ça change la longueur des bras. Le détecteur reçoit de la lumière et on peut montrer que la quantité est proportionnelle à l'amplitude h. Donc, conceptuellement, c'est extrêmement simple de détecter les ondes gravitationnelles. Donc, vous avez un exemple ici donc, qui détaille, qui reprend à peu près tout ce que je vous ai dit, mais ça ne marche pas. Voilà, c'est le seul que je n'ai pas testé. Donc, tant pis pour vous, vous ne le verrez pas. Mais en gros, ça racontait ça, mais de manière dynamique. Donc, on voyait la lumière, que ce n'était pas juste deux états, mais que c'était qu'il pouvait y en avoir plus ou moins. Ça dépendait de l'état d'interférence. Mais voilà, en gros, il n'y avait rien de plus. C'est juste que c'était joli, joli à voir. Donc, finalement, les détecteurs LIGO et Virgo, on retrouve l'interféromètre de Michelson, un laser, des miroirs, un détecteur. Alors, juste la différence avec la manip que vous avez dû faire, que vous avez pu voir quand vous étiez étudiant ou que vous êtes étudiant, c'est que là, les bras, ils font 4 km de long. Donc, c'est déjà un peu plus là. On remplace le miroir par ce qu'on appelle des cavités Fabry-Perot pour que le faisceau laser fasse des allers-retours dans les bras pour allonger encore le chemin parcouru. On rajoute quelques autres miroirs pour augmenter la sensibilité de l'instrument, mais grosso modo, ça reste un Michelson. C'est une version, on va dire, un peu améliorée du Michelson, mais ça reste un Michelson. Donc, dans les années 90, après tout le travail de R&D qui avait été fait dans les années 80, les États-Unis, France et Italie décident de financer des projets, donc 2 aux États-Unis et 1 en Italie, à côté de Pise. Dans les années 2000, comme je vous ai dit, prise de données pour LIGO et Virgo, et là, pas de détection, mais on avait réussi à montrer que les instruments marchaient aussi bien que ceux qu'on l'avait prédit et qu'on savait comment faire le pas suivant. Donc, au début des années 2010, les projets Advanced LIGO et Advanced Virgo sont financés. Il y a à peu près 5-6 ans de construction. Et en 2015, les deux Advanced LIGO sont prêts et sont 3 fois plus sensibles que la génération précédente. À terme, on espère être 10 fois plus sensible. Alors vous allez dire 3 fois plus sensible, c'est pas beaucoup quand même, vous n'êtes pas très gourmand. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est sensible directement à l'amplitude de l'onde gravitationnelle. Donc si vous êtes 3 fois plus sensible, vous êtes capable de voir une onde gravitationnelle qui vient de 3 fois plus loin. Donc le volume d'univers que vous voyez, il est 3 au cube plus important. Donc vous gagnez un facteur 27. Et si à terme on atteint une sensibilité 10 fois meilleure, on verra un volume d'univers qui est 1000 fois plus grand. Donc juste un facteur 10, c'est pas, à la fin ça fait quand même beaucoup.
Donc là, on est 3 fois plus sensible. Alors évidemment, au niveau technologique, donc comme je vous ai dit, vous pouvez faire ça sur une table, mais si vous faites ça sur une table, vous avez les vibrations du sol qui vont complètement cacher le passage des ondes gravitationnelles. Donc il faut suspendre les miroirs pour les isoler. Il faut mettre tout ça sous vide. Donc ça fait un tube à vide qui fait 2 fois, là c'est le tube de Virgo, il fait 2 fois 3 km avec 1 mètre de diamètre. Il faut mettre ça à des conditions de vide extrêmement poussées. Il faut avoir des miroirs qui sont vraiment à la limite de ce qu'on sait faire. Là, vous voyez des miroirs de Virgo. Donc, c'est des miroirs qui font 40 cm, 40 kg et qui sont polis à mieux qu'un nanomètre sur toute la surface. Il faut contrôler la position relative des miroirs à mieux qu'un millionième de micron. Donc, au niveau technologique, il y a vraiment énormément de problèmes à résoudre pour que ces instruments soient capables de voir passer des ondes gravitationnelles. Alors, aujourd'hui, dans le monde, il y a 3 interféromètres kilométriques qui marchent. LIGO Hanford, dans l'État de Washington, LIGO Livingston, en Louisiane, et Virgo, à côté de Pise. Et il y a un petit interféromètre de R&D qui s'appelle Geo 600, et il y a 2 projets qui sont en cours de construction, et qui sont, en Inde, c'est prévu pour être construit pour 2025 à peu près. Alors, finalement, les instruments, dans quel état ils étaient en 2015 et aujourd'hui. Donc, comme je vous ai dit, ici, c'est en fonction de la fréquence de l'onde gravitationnelle, quelle est l'amplitude que vous allez pouvoir détecter. Donc, ça, c'était 2010, la fin de la première génération, et 2015, cette amélioration de au moins un facteur 3. On espère en fin 2018 arriver ici, et 2020 arriver ici. Et ça, c'est la dernière sensibilité des 3 interféromètres, donc les 2 américains et l'européen, en août 2017, on voit les 2 LIGO qui sont assez proches et qui sont au même niveau que cette courbe-là. Et Virgo qui marche un peu moins bien, il y a un facteur à peu près 2, entre 2 et 4, 2 avec le rouge et 4 quand on fait la somme sur toutes les fréquences avec le bleu. Mais donc, tout ça, ça marche mieux que la première génération. Et on voit que voilà, on a 2 interféromètres qui marchent quand même, les 2 américains marchent mieux que Virgo, qui est parti plus tard et qui est malheureusement arrivé aussi un peu plus tard. Donc finalement, je vous ai parlé de cette annonce qu'il y a eu en février, mais tout ça, c'est lié à un événement qui s'est passé le lundi 14 septembre. Et donc à 9h54 et 45 secondes, heure GMT, il y a eu le passage d'une onde gravitationnelle à Livingston, et comme elle se propage à la vitesse de la lumière, 7 millisecondes de plus tard, elle est passée à Hanford. 3 minutes après, les données, on les regarde tout le temps pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Donc il faut imaginer la sortie d'un détecteur, comme ça, c'est que du bruit. Donc c'est un peu comme si vous aviez votre radio et vous la réglez sur une fréquence où il n'y a pas de station. Donc vous entendez tout le temps, pendant des heures. Alors c'est vrai, de mettre quelqu'un, c'est quand même dur, donc on met plutôt des algorithmes, c'est moins dur pour eux. Et dans ces journées entières de bruit blanc, à un moment donné, vous allez avoir un blip. Vous avez de la musique pendant 0,1 seconde, 1 seconde. Et il faut pas, c'est ça qu'on cherche et c'est ça qu'il ne faut pas louper. Donc on regarde en permanence s'il y a quelque chose et donc on a des algorithmes qui regardent ça en ligne et qui sont assez robustes, assez simple. C'est pas la grosse artillerie, mais c'est déjà une bonne artillerie. Et 3 minutes après, ces signaux détectent quelque chose et donc ça met en branle tout un système automatique et grosso modo 1 heure plus tard on reçoit un premier courriel disant là on a vu quelque chose qui est vraiment assez impressionnant et auquel on ne s'attendait pas. Alors on est capable nous-mêmes d'injecter des signaux dans le détecteur pour voir si on est capable de les détecter. La première réaction qu'on a eue, c'est de dire ok, c'est l'équipe qui fait ça, qui a oublié de lever la main et de dire hey les gars, on a fait une injection de faux signal. Et là, non, à 11h10, non, promis les gars, on n'a pas fait de conneries, on était tous couchés, on n'a rien touché, c'est pas nous, c'est pas nous. Bon, on peut vérifier qu'effectivement, c'est pas eux, là, et on a eu la confirmation officielle. Et à 11h20, l'événement est identifié comme un système binaire de 2 trous noirs. Et à 11h45, une première vérification rapide permet de voir que les données sont OK. Donc, grosso modo, finalement, une détection, ça prend 2 heures pour être très excité. Là, à la cantine, on était quand même assez excités. Mais voilà, la cantine à Orsay, sur la fac d'Orsay, il n'y a que des chercheurs, donc vous ne pouvez pas trop parler parce qu'il y a des oreilles qui traînent partout. Mais on était quand même bien excités. Alors vous allez dire, mais entre le 14 septembre et le 11 février, qu'est-ce que vous avez foutu quoi? Vous avez mis 6 mois à annoncer quelque chose. Parce que là,
à la sortie de ça, oui, on a le sentiment qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Mais après, il faut vraiment s'en assurer, être sûr qu'on n'a pas fait de bêtises et il ne s'agit pas de claironner au bout de 2 heures qu'on a fait une connerie pour 3 jours, qu'on a vu quelque chose pour 3 jours après dire qu'on a fait une connerie. Donc, c'est tout un travail de vérification que je vais vous expliquer un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Et là, c'est les signaux dans Hanford et Livingston. Là, grosso modo, c'est le bruit dont je vous parlais, le crrrr. Et puis, d'un seul coup, vous voyez des oscillations qui apparaissent et puis après, c'est fini. Ça dure 0,15 secondes. Vous voyez la même chose dans l'autre détecteur. Quand vous les superposez, décalés en temps, ça colle relativement bien, au bruit près, parce qu'il y a quand même le bruit qui reste. Et par-dessus, ce qu'on voit là, c'est le signal théorique attendu pour 2 trous noirs. Et donc, à la fois, ça colle entre les 2 détecteurs, et en plus, ça colle avec un modèle théorique. Donc, c'est pour ça qu'on se dit, on a sûrement vu quelque chose de très intéressant. Une autre visualisation de ce signal, c'est ce qu'on appelle une visualisation temps-fréquence. Donc c'est un peu une généralisation de la portée de musique. La portée de musique, vous avez, en fonction du temps qui avance, quelle note vous jouez. Et une note, c'est une fréquence. Donc là, grosso modo, c'est la même chose. Hein. Vous avez, en fonction du temps, ici, vous avez toutes les fréquences et vous avez l'énergie qu'il y a dans, donc si c'est une blanche, une noire, etc. Comment il faut la jouer, fortissimo, etc. Donc, c'est, on va dire, une portée musicale, mais on va dire la version mathématique est un peu plus, avec un peu plus de granularité. Et ce signal, là, vous voyez, il a sa fréquence qui augmente au cours du temps et l'énergie et sa force qui augmente au cours du temps. Et ça, c'est une signature très particulière qu'on retrouve assez peu dans la nature, dans les bruits parasites. Alors, la grosse question, évidemment, de tout ça, c'est est-ce qu'on n'a pas vu n'importe quoi? Est-ce qu'on n'a pas vu un bruit parasite? Il faut savoir qu'un interféromètre comme Virgo ou LIGO, s'il y a un avion qui passe à moins de quelques kilomètres, eh ben en gros, on le voit. Si il y a un train qui passe, c'est pareil. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Dès que ça fait tout vibrer, eh ben, on risque de le voir aussi sur la frange noire. Alors, heureusement, on n'a pas qu'un seul signal qui est le signal qui contient l'onde gravitationnelle. On a à peu près 200 000 canaux auxiliaires qui mesurent tout ce qu'on peut mesurer. La température, la variation de pression, le bruit électromagnétique, le bruit sismique, le bruit radiofréquence. Donc, on a 200 000 canaux qui surveillent partout, tout le terrain où il y a l'interféromètre. On regarde aussi s'il n'y a pas des éclairs, des activités du vent solaire, etc. Donc, on a regardé tout ça en détail pour voir si il n'y avait rien qui ressemblait à notre signal, ici il n'y avait rien de particulier à ce moment-là. Et en plus, souvent, les choses qui sont liées au tremblement de terre, au bruit radiofréquence, ça a des formes dans les plantes en fréquence qui sont très différentes. Donc on n'a rien vu qui ressemble à ça. Les gens étaient à un point de paranoïa tel qu'ils se sont dit peut-être que c'est un étudiant frustré d'avoir eu une mauvaise note à son stage qui qui a hacké le système ou est allé placer un mouchard sur les armoires d'électronique. Et donc, tous ces systèmes, ils ont été après réouverts pour vérifier qu'il n'y avait pas eu d'action malveillante, etc. Alors, ce n'est pas exclu. Les gens sont arrivés à la conclusion qu'un groupe de 10 personnes à peu près extrêmement compétentes, c'est-à-dire qui connaissent déjà très bien le détecteur, auraient pu faire ça. Parce qu'en fait, il faut voir que les données, elles sont traitées au fur et à mesure qu'elles arrivent. Donc, il faut vraiment se glisser à des endroits extrêmement précis du système pour faire une action malveillante. Donc, elle n'était pas impossible, elle était très, très compliquée à mettre en œuvre. Alors, on peut dire, voilà, aux États-Unis, ils ont la NSA, la CIA, tout ça, qui sont très forts. Mais je pense qu'ils ont autre chose à faire que venir nous embêter. Et donc, globalement, la qualité des données, elle était vraiment très bonne et vraiment stable. Donc, les instruments marchaient bien, il n'y avait rien de particulier. Donc, a priori, tout va bien. Alors, on avait détecté ça avec des algorithmes rapides, assez robustes, mais peut-être un peu simplistes. Et on a refait une analyse plus fine en utilisant vraiment des calques issus des calculs théoriques. Et là, en gros, vous mobilisez une grande batterie d'ordinateur et puis vous pouvez le faire ça bien, alors qu'en ligne, vous ne pouvez pas le faire. Là, vous avez du temps pour vous. Alors, on prend nos calques théoriques et on regarde si ça correspond bien au signal. Et là, on fait l'équivalent, on simule l'équivalent de 220 000 ans de données. Et on voit que sur 220 000 ans de données,
l'événement le plus fort qu'on aurait pu voir, il a une force qui est à peu près de 20. L'événement qu'on a vu, il a une force de l'ordre de 23 à peu près. Et donc, ça permet de donner la probabilité que ce soit juste un accident. Et la probabilité que ce soit juste un accident, elle est de 1 sur 5 millions. Enfin, elle est inférieure à 1 sur 5 millions. C'est le seuil qu'on se donne en physique pour déclarer une détection. Alors, les seuils ne sont pas les mêmes sur les disciplines. J'ai des collègues biologistes qui, évidemment, souvent ne peuvent pas mettre un seuil à 1 sur 5 millions parce qu'ils n'ont pas assez d'échantillons. Mais en tout cas, en physique, là, tout à l'heure, on vous a parlé du boson de Higgs. Tant que la probabilité que ce soit une erreur n'a pas passé ce seuil-là, on ne déclare pas de découverte. Alors, 1 sur 5 millions, ça représente quoi? Grosso modo, vous prenez une pièce de monnaie, vous choisissez pile, ça marche si vous avez choisi face, hein, mais vous choisissez un côté. Alors, on va dire c'est pile. Vous jetez votre pièce. Elle a une chance sur 2 de tomber sur pile. Vous la rejetez. Elle a une chance sur 2 de retomber sur pile ou face, donc vous avez une chance sur 4 d'enchaîner 2 piles. Et là, finalement, vous jetez votre pièce 22 fois d'affilée et elle tombe toujours sur pile. Ça arrive, c'est possible. Ça arrive une fois sur 5 millions. Donc vous pouvez commencer aujourd'hui, si vous êtes patient, peut-être que vous y arriverez une fois. Il y a des gens qui gagnent au loto. Hein. Donc oui, c'est possible. Par contre, en gros, une fois sur 22, on commence à se dire, c'est plus du hasard, c'est plutôt ma pièce qui a quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on se dit, ça vient de la physique, ça vient de la pièce, et ça vient plus juste d'un événement complètement aléatoire. Donc voilà, l'ordre grandeur, c'est une fois sur 22, vous êtes toujours tombé du même côté. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu? Donc on a vu 2 trous noirs, et j'espère que le film qui est après va marcher. Je crois que je l'ai vérifié tout à l'heure. On a 2 trous noirs qui font à peu près 35 masses solaires et 30 masses solaires, qui tournent l'un autour de l'autre. Ils perdent de l'énergie en émettant des ondes gravitationnelles. Ils tournent de plus en plus vite, de plus en plus proches, jusqu'à fusionner et former un seul trou noir à la fin, qui fait à peu près 62 masses solaires. Et dans le processus, il y a l'équivalent de 3 fois la masse du Soleil qui est convertie en énergie et qui est émis sous forme d'ondes gravitationnelles. Et ici, vous avez la distance, ici c'est la distance entre les 2 trous noirs, et ici c'est la vitesse entre les 2 trous noirs. Et donc vous voyez qu'à la fin, on a des trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre avec des vitesses de l'ordre de la moitié de la vitesse de la lumière. Donc la formule que je vous ai montrée au début, on a un système qui est très asymétrique, parce que là c'est loin d'être un ballon, c'est 2 ballons, donc c'est assez asymétrique, qui tournent très vite avec des vitesses de l'ordre de la vitesse de la lumière, et c'est des objets qui sont des trous noirs, donc le terme RS sur R, là, il vaut 1, on est content. Donc c'est pour ça qu'il y a autant d'énergie qui est émise. Alors, là vous le voyez, j'espère que ça va marcher. Donc, il faut vous imaginer, donc là c'est à échelle réelle, hein. Donc ici vous voyez les 2 trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre, ça c'est notre espace-temps qui est courbé là, comme mon édredon au début, et ici c'est l'onde gravitationnelle qui est émise. Donc là vous avez 2 objets, il faut les imaginer, ça fait 90 km de diamètre. Hein. Donc vous avez quelque chose comme le département de l'Essonne qui tourne autour de la Seine-et-Marne, mais par contre ça fait 35 fois la masse du Soleil. Et donc ça tourne de plus en plus vite, ça se rapproche, là vous voyez que ça émet de plus en plus, on se rapproche de la fin, le film va gentiment ralentir, ça tourne, l'espace est extrêmement déformé, je ne vous donne pas le sens de toutes les flèches, les théoriciens aiment bien mettre un truc toujours très complet, et là, un seul trou noir est formé, qui se désexcite, et qui redevient un trou noir tout rond. Et là, c'est fini. Et en rose, vous voyez, ça, c'est les ondes gravitationnelles qui ont été émises pendant le processus, et qu'on va pouvoir maintenant détecter sur Terre. Donc, ça s'est produit il y a 1 milliard d'années, et après, ça s'est propagé jusqu'à nous. Donc ça, c'était là. Donc c'est vraiment une simulation qui reproduit à peu près exactement ce que l'on a observé. Alors, la position dans le ciel, c'est quelque chose qui est assez compliqué à déterminer quand on n'a que 2 instruments. Alors la distance, on peut la connaître, hein, parce que grosso modo, le signal, il dépend des masses, l'évolution des fréquences dépend des masses, et l'amplitude dépend des masses et de la distance. Donc vous sortez les masses de l'évolution en fréquence, et après vous sortez la distance
de l'amplitude que vous avez détectée. Donc c'est quelque chose qui s'est produit à peu près 1 milliard d'années-lumière. Et dans le ciel, là, c'est l'endroit où ça s'est produit dans le ciel. Vous voyez que ce n'est pas très bien défini, c'est 600 degrés carrés, c'est à peu près 3000 fois la taille de la Lune. Donc pour dire aux collègues astronomes, bon les gars, pointez votre télescope sur tout ça pour voir s'il n'y a pas quelque chose, c'est un peu beaucoup, c'est un peu too much. Alors, ils l'ont fait hein, quand même, mais bon, ils regardent généralement dans l'endroit où c'est le plus probable, etc. Mais bon, ça fait des zones qui sont beaucoup trop grandes. Et en fait, il y a besoin d'au moins 3 détecteurs pour localiser la source. Parce qu'en gros, vous faites de la triangulation, vous avez 3 temps d'arrivée, et connaître 3 temps d'arrivée, ça vous permet à peu près de dire si ça vient de là ou de là. Alors, ça, à l'époque, il n'y avait que 2 instruments, donc la barre, c'était pas très bien connu. Mais au mois d'août de cette année, Virgo est rentré dans la danse, et on a eu de la chance. On a eu un événement le 14 août 2017. Ah oui, je ne vous ai pas dit, tous les événements ont un petit nom. C'est GW pour Gravitational Wave. Et puis après, c'est l'année, le mois et le jour. Donc, le premier, c'est GW 150914. Et là, c'est GW 170814. Et donc, c'est le premier événement. Donc, ça a été annoncé il y a 15 jours en marge du G7 Science. Premier événement vu par 3 détecteurs. Donc, on a nos cartes temps-fréquence. Virgo est moins sensible, donc on devine quelque chose, mais à l'œil, c'est pas criard, mais quand on fait tourner des algorithmes, ça sort bien et on voit 3 fois la même chose et on retrouve là notre signal toujours très bruité, puis d'un seul coup, des cycles qui apparaissent et puis qui disparaissent. On a vu en fait la même chose, 2 trous noirs qui là faisaient qui étaient un peu plus légers, un trou noir final de 56 masses solaires, des énergies émises du même ordre de grandeur. Donc, à nouveau, un événement triple, connaissance de 2 trous noirs, mais là, vu en triple coïncidence entre 3 détecteurs. Et ça permet de déterminer très bien la position. S'il n'y en avait que 2, bon, on retrouve une grande banane, un peu semblable à celle qu'on avait tout à l'heure. Par contre, si on utilise LIGO et Virgo, ben, cette grande banane, elle se réduit d'un facteur 20, et on dit, la source, elle est là. Et donc là, les gens, entre guillemets, c'est plus facile pour eux pour pointer et pour regarder s'il y a vraiment quelque chose. Donc c'est vraiment le début de l'astronomie gravitationnelle. On voit les sources et on peut dire où elles sont, à la fois dans le ciel, mais aussi en distance. Donc là, typiquement, quand vous êtes capable de faire des choses comme ça, pour des objets qui sont relativement proches, ça peut demander de suivre qu'une centaine de galaxies et pas des milliers ou des dizaines de milliers de galaxies. Alors ça, c'est le catalogue de tous les événements qu'on a annoncés jusqu'à présent. Donc, vous avez en fonction du... Voilà, ici, c'est la durée du signal. Et là, je vous ai mis la distance des signaux. Donc ça, c'est le premier qu'on a vu, GW 150914. On en a eu un à peu près autour de Noël. C'était le lendemain de Noël, donc c'était sympa. Une sorte de cadeau au pied du sapin. Donc ça, c'était bien aussi parce que quand on a annoncé celui-là, on avait déjà celui-là. Donc on savait qu'on avait vraiment quelque chose et qu'on ne s'était pas trompé la première fois. Donc vous voyez, toujours, tout ça, c'est toujours des connaissances de trous noirs à des distances de l'ordre de 1 à 3 milliards d'années-lumière. Celui-là, vous allez dire pourquoi il s'appelle LVT et pas GW? Parce que lui, il s'appelle LVT, ça veut dire LIGO Virgo Trigger. C'est-à-dire que lui, il n'est pas assez fort pour passer la barre que je vous ai dit de 1 sur 5 millions. Donc il a vraiment la tête qu'il faut, mais il a une probabilité de 1 sur 300 000, quelque chose comme ça. C'est pas assez pour vraiment lui donner le tampon. On est sûr que tu en es un, mais il y ressemble pas mal. Tous les autres ont passé le seuil que je vous ai dit, donc on a annoncé 4, et c'est toujours des coalescences de trous noirs. Donc là, vous avez en fonction de la masse, donc ça c'était les trous noirs qui étaient connus à travers les études en rayon X, et ça c'est les trous noirs qu'on a détectés avec LIGO Virgo. Et donc, voilà, ça, toujours des choses assez grosses finalement, autour de 30 masses solaires qui donnent des trous noirs de plus en plus gros. Ça c'était une surprise. C'était totalement inattendu. C'est-à-dire que les gens pensaient qu'au-delà de 15 masses solaires, il n'y avait pas de trou noir. Les gens ne savaient pas trop comment former ces choses-là. Ben, manifestement, ils s'en forment dans l'univers, donc il y a quand même du boulot à faire encore pour comprendre. Qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Donc là, on est ici, 2017. Il y a eu ce premier run de LIGO, qui s'appelle donc Observation 1, dans lequel il y a eu la première détection. Un deuxième run O2 avec à peu près la même sensibilité,
Ça, c'est à quel endroit vous pourriez détecter des étoiles à neutrons. Mais ça donne en gros une sorte d'efficacité du détecteur. Avec Virgo qui a démarré, donc on a eu la chance, dans cette petite période, on a vu des choses tous les trois ensemble. Là, on va s'arrêter pendant 1 an à peu près, pour reprendre à la fin de l'année prochaine, en essayant, vous voyez, pour Virgo de gagner à peu près un facteur 3, et pour LIGO de gagner un facteur à peu près 2, et tourner à peu près pendant 1 an, tous ensemble. Le but étant d'arriver en 2020, 2021. Ça, c'est les sensibilités de design qu'on pourrait obtenir, qui, sur le papier, on devrait pouvoir atteindre. Donc vous voyez que LIGO devrait atteindre 200 mégaparsecs et nous à peu près 130, et les Japonais devraient rentrer dans la boucle aussi. Donc voilà, on est ici, mais le programme d'observation continue avec des instruments améliorés, donc on devrait voir de plus en plus d'événements. Alors pourquoi finalement on était aussi excités, pourquoi il y a eu un prix Nobel pour tout ça? Ben, c'était pour plein de raisons en fait. C'était la première fois qu'il y avait une détection directe d'ondes gravitationnelles. C'est la première fois qu'on voyait des systèmes binaires de 2 trous noirs, parce que les gens disaient que ça n'existait pas, sauf certains, mais c'était ceux qui avaient raison. Et en plus, les binaires de 2 trous noirs, ça existe, et en plus, ça a le temps de fusionner et d'émettre des ondes gravitationnelles. Parce que vous pouvez les former, mais ils peuvent être tellement loin l'un de l'autre que ça met 1000 fois l'âge de l'univers pour entrer en coalescence. Et c'est la première fois qu'on voyait des trous noirs qui avaient des masses supérieures à 15 masses solaires. En parallèle de tout ça, qui est plutôt, je dirais, astrophysique ici, ça nous a permis de faire des tests de la relativité générale dans un régime où la déformation de l'espace-temps est très forte et rapidement variable. Et donc c'est un domaine où la relativité générale n'avait pas été testée et elle tient très bien le choc. Et donc ça permet de contraindre pas mal d'autres théories et ça permet vraiment aujourd'hui, c'est la meilleure théorie qu'on a pour décrire la gravitation. Donc vraiment, on peut dire que 4 siècles après l'invention de la lunette par Galilée, LIGO Virgo ouvre une nouvelle fenêtre d'observation sur l'univers en utilisant un nouveau messager, l'onde gravitationnelle. Alors, normalement, je m'arrête là. Je ne vais pas m'arrêter là. Je suis désolé, je vais rajouter un transparent. Parce qu'en fait, cette conférence arrive un peu trop tôt. Il y a un communiqué de presse qui a été publié le 11 octobre 2017. Il y aura une conférence de presse le 16 octobre 2017 à 16h, à la fois au CES-CNRS et à Washington, où on va vous dire, on va dire à tout le monde des nouvelles choses que je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Voilà. Donc c'est juste 2 jours trop tôt. Mais si vraiment ça vous intéresse, je vous enjoins à aller sur le site. La conférence de presse sera webcastée. Voilà, il y aura des choses. Donc, on a été bien gâtés depuis 2 ans. On a eu la première détection. Ça fait, moi, personnellement, ça fait plus de 20 ans que j'étais dans Virgo. Des gens comme Ray Weiss, ça fait plus de 40 ans qu'ils étaient dans cette manip. Voilà, on les a vus pour la première fois. On a vu des trous noirs. Maintenant, on arrive à les voir avec 3 détecteurs. Et je crois qu'on tient un bon filon. Manifestement, il y a encore d'autres choses à voir. Donc ne me posez pas de questions parce que je vous dirai que je ne peux rien dire. Donc ça sert à rien. Mais c'est juste pour vous allécher un peu. Voilà, merci de votre attention.